Bonsoir, bienvenue à tous et merci d'être venus aussi nombreux en tout cas, ça fait plaisir. Donc moi c'est Lola des Jeunes Organisés et Combatifs à Bruxelles et j'étais étudiante à Saint-Louis ici il y a 2 ans. On a organisé cette conférence parce que forcément mai 68 on veut célébrer les 50 ans, on veut commémorer les 50 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on veut en tirer exactement? En tant qu'organe jeune, on a envie de se poser ce genre de questions, tout simplement parce qu'on s'interroge toujours sur le rôle des jeunes et de la jeunesse en général dans les luttes et dans les mobilisations sociales. Nous, si entre nous on regarde des images, des reportages sur mai 68, ça nous motive, on est là, ouais, c'est trop bien ce qu'ils font. On a un imaginaire assez positif, peut-être un peu idéalisé aussi, sans doute, parce qu'on ne l'a pas vécu. Mais bon, il reste à savoir quel usage et qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on peut en tirer en tant que militant aujourd'hui. Donc dans les médias, si on entend parler de mai 68, c'est pas toujours hyper politisé comme sujet, c'est vite fait, oui, la libération ou des jeunes qui supportent pas l'autorité, mais c'est vidé de son sens politique. Donc c'est l'occasion aujourd'hui pour nous de repolitiser ça, si on peut dire, bon, c'est une grosse ambition, mais bon, voilà, pourquoi pas, faut bien commencer par quelque part. Donc voilà, c'est pour ça aujourd'hui on a pu avoir Monsieur Krivine avec nous et Marie Cole qui va arriver dans quelques instants normalement. En attendant, on aimerait vous projeter un petit extrait d'un reportage aussi pour se mettre un peu dans l'ambiance et pour ensuite laisser la parole aux intervenants et démarrer un débat par la suite. On a juste une petite contrainte, c'est qu'on doit être dehors pour 21h, donc il faudra savoir. Voilà. 21h aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Je sais pas si tu veux rajouter un truc là. Oui, cette envie d'inviter Alain Krivine, elle ne vient pas uniquement de nous, ça fait partie d'un cycle de formation que le MOC et la JOC font ensemble. Donc cette conférence en fait devait être en en comité réduit, mais on a essayé de l'ouvrir à plus de monde pour que vous puissiez profiter de la présence de 2 personnes qui ont été témoins et agissant dans les luttes et la mobilisation de mai 68. Parce que, au final, moi personnellement, je ne connais personne qui a fait mai 68. On a invité deux protagonistes, une belge, un français. Et c'est drôle parce que j'ai envie de vous donner une petite anecdote à moi pour donner un peu mon témoignage. C'est drôle parce que ma mère est née pas en mai 68, mais en 68, dans l'année 68. Donc c'est une génération qui me sépare des luttes de mai 68. Et c'est drôle parce que l'année de sa naissance, elle avait vraiment l'impression que c'était un moment fort de l'histoire et que tout le monde avait participé à mai 68 au moment de sa naissance. Et quand elle s'est rendue compte que ses parents étaient à la boucherie pendant mai 68 et qu'il n'y a personne qui avait, participé à mai 68, elle a vraiment été très déçue. Et elle est restée dans cette illusion presque pendant toute son adolescence. Je pense que ça, quelque part, avoir ce chiffre dans sa date de naissance, ça lui a donné un peu, je sais pas, un peu une force pour résister. Et je sais pas pourquoi je vous parle autant de ça, mais mais moi je trouve que c'est une bonne anecdote pour dire à quel point ce mai 68 c'est ancré dans nos mémoires et peut-être un peu de manière surdimensionnée par rapport à l'événement,
On verra. En tout cas, ça a fait événement. Et ça peut nous faire réfléchir sur qu'est-ce qui fait événement, sur la place des luttes dans l'histoire et comment on arrive à l'imprimer au point qu'une femme puisse, étant née à cette date, puisse s'en souvenir toute sa vie. Voilà. Donc on va mettre le film. Si tu as quelque chose à rajouter, Lola, tu peux. Bien, on m'a demandé de parler sur mai 68 et le mouvement des femmes. Donc c'est pas un exposé général sur le phénomène, disons, mai 68, ça c'est Alain qui va en parler. Mais pour comprendre l'importance de mai 68 et l'impact de mai 68 sur l'émergence du mouvement féministe, il faut que je vous en dise quand même quelques éléments. J'ai combien de temps là 20 minutes? Une bonne vingtaine, Oui, ça va. D'accord. D'abord, mai 68, par rapport à aujourd'hui, au niveau économique, pour les gens, il n'y a pas de chômage visible dans les statistiques. Et les droits pour les chômeurs sont beaucoup plus grands qu'aujourd'hui. Ensuite, il y a eu une entrée massive des jeunes dans les universités après les années 50, disons. Ça s'appelait la démocratisation des universités. Ensuite, dans les années 60, en général, et partout dans le monde, il y a une guerre qui concentre la contestation contre le système, c'est la guerre du Vietnam, qui va durer jusqu'en 75, très très longtemps. Ensuite, on a vu aussi, et ça on le voit par exemple dans les documentaires ou les films, une perte de crédibilité des valeurs traditionnelles, des soi-disant valeurs traditionnelles, patrie, famille, religion, autorité. Tout ça devient risible, les gens n'y croient plus. Ils voient l'hypocrisie d'un système qui d'un côté parle de progrès et de progrès humain, et d'un autre côté tue les gens à la télé, on les voit chaque jour au Vietnam. Ensuite, ce qu'on a vu à partir de la fin des années 60, c'est des mouvements de masse dans les rues et dans les facs et dans la société. Dans un pays comme l'Allemagne, il y a un grand mouvement de solidarité avec les victimes de la répression du Shah d'Iran. Il y a des morts, il y a des grandes manifs, et l'internationalisme est un réflexe normal des gens. On est international beaucoup plus que par les médias nouveaux aujourd'hui. On l'est vraiment dans des luttes concrètes. Et à Paris, ça se cristallise dans le slogan « Nous sommes tous des juifs allemands », parce qu'on Bendit est expulsé. Plus largement, on voit aussi dans les années 60 la lutte des Noirs aux États-Unis qui se développe. Et mai 68, c'est quand même, et ça se voit bien dans le film, avant tout une grève générale historique, la plus grande que la France a connue dans son histoire. Et c'est pas uniquement en France, c'est pas uniquement un peu plus tard en Italie, mais c'est partout dans le monde qu'il y a des grèves, des contestations, des mouvements de masse, pas uniquement en Europe occidentale ou aux États-Unis, mais en Pologne, au Mexique, en Turquie. Les gens contestent le système, contestent le manque de démocratie. Tout cela, quand même, dans une ambiance parfois très dure, mais parfois aussi très drôle. Il y a le mouvement hippie. Ça a un peu été caricaturisé, mais c'était quand même une libération. C'était quand même bien. On s'est bien amusé. Et il y avait aussi, et ça devient très sérieux, un mouvement pour la paix qui va se développer vers un mouvement contre les armes nucléaires. C'est le début de la contestation du nucléaire. Et c'est aussi, on peut y trouver les origines du nouveau mouvement écolo. On parlait des nouveaux mouvements sociaux. En Belgique, c'est écolo, mais c'est surtout en Flandre, à Galef. Vivre autrement, ça voulait dire anders gaan leven, donc faire de la politique autrement, former une alternative dans la façon de faire de la politique. Ça n'a pas duré longtemps. Ça. Bien. C'est dans ce contexte de libération des valeurs, on se libère de l'autorité du père, on se libère des règles strictes des facs et des chambres des étudiants, on se libère au niveau sexuel d'une certaine manière par les femmes. Mais c'est donc un monde de jeunes qui ont toutes les possibilités, qui n'ont pas de problème de précarité ni de chômage,
qui voient que le monde leur est ouvert et ils veulent tout changer. Et ils vont contester globalement la société. Ceci va avoir son influence surtout sur les femmes spécifiquement, parce que les femmes aussi font partie des mouvements étudiants. Elles ne se sentent pas encore vraiment féministes. Je suis un être humain comme mon copain, ma copine, on est tous égaux. Sauf qu'à la fin de la carrière universitaire, quand on a obtenu son diplôme, les discriminations commencent pour les femmes. Il y a une Américaine qui en a fait l'expérience, elle s'appelle Betty Friedan. Elle a écrit La femme mystifiée en 1963. Pourquoi elle est venue à écrire cela? Parce qu'elle avait eu un diplôme, puis elle s'est mariée, elle a eu un gosse, et donc elle a travaillé jusqu'à la fin de son congé maternité, enfin, si elle en a eu. Après sa maternité, elle a été licenciée. Et là, elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas égal. Que ce n'était pas égal qu'on soit un homme ou une femme, et que les femmes, aux États-Unis, dans les classes moyennes blanches, il faut le dire comme ça, ces femmes avaient leur diplôme, mais n'avaient pas la même chance que les hommes, et étaient souvent renvoyées à leur rôle de femmes de ménage modèle dans les petites villas, dans les suburbs. Il y a Pete Seeger a fait des chansons là-dessus. Donc, elle écrit La femme mystifiée, c'est une mystification, cette libération de cette manière-là, et elle parle du complexe de la femme de ménage, de la femme au foyer. Donc la femme au foyer est malheureuse, et toute cette analyse de Betty Friedan est très intéressante et très reconnaissable par tout le monde. Son livre a été vendu à 1,6 million d'exemplaires la première année aux États-Unis. Ça a eu l'effet d'une bombe, et c'est de là qu'on peut dire qu'il y a une deuxième vague du féminisme qui se développe partout dans le monde. Cette deuxième vague, il y a donc eu une première vague. La première vague était assez longue, hein. Elle part de la Révolution française en fait, et elle dure jusque dans les années 30, avec la contre-révolution stalinienne, où les premières lois très progressistes de l'Union soviétique ont été abolies. Mais ce mouvement de femmes au fin du 19e, début 20e siècle, c'est un mouvement qui est lié aux organisations politiques. Par exemple, dans le mouvement ouvrier, il y avait les femmes socialistes, ou plus tard, il y avait les femmes communistes, liées au Parti communiste. Les femmes n'étaient pas dans un mouvement à elles, mais elles faisaient partie d'un mouvement plus large, surtout du mouvement ouvrier. Il y avait aussi des groupements des femmes de la bourgeoisie qui défendaient de nouveaux droits, évidemment. Parce que je vous rappelle quand même, le droit de vote pour les femmes en Belgique, c'est quand? C'est 49, hein? Et élection communale. Après la Première Guerre mondiale, les femmes veuves d'anciens combattants avaient eu le droit de vote en remplaçant leur mari. Mais les autres non, parce qu'on n'avait pas confiance dans les femmes. Elles allaient voter comme le curé ou comme le libéral, enfin, comme les autres le diraient. Bien, ce mouvement, première vague, a donc lutté avec succès pour le droit de vote et pour certains droits, par exemple des lois protectrices au niveau de l'emploi, du travail. Il y a eu des lois obtenues par le mouvement ouvrier contre le travail des enfants et pour raccourcir la durée de la journée de travail, et des débuts de protection pour la santé, pour les femmes enceintes, des débuts de congés de maternité, etc. Mais cette lutte, cette première vague du féminisme, se place dans le cadre, disons, idéologique dominant. C'est-à-dire, on obtient des droits, comme la classe ouvrière a obtenu des droits en luttant, mais on fait une séparation entre vie privée et vie publique. Ce qu'on fait dans le lit, dans la famille, c'est privé, on n'en parle pas, c'est tabou. Et c'est ce tabou sur la vie privée, les relations personnelles, etc., qui va tomber avec la deuxième vague féministe. C'est un nouveau type de féminisme. Pour être bref, c'est un mouvement qui va se constituer à partir de la fin des années 60, début des années 70. Il va se constituer indépendant des structures traditionnelles, les syndicats, les organisations féminines, qui en Belgique restent fortes. Hein. C'est un mouvement qui s'auto-organise à la base, et le début de ça, c'est quelque chose d'incroyable, d'inoubliable. C'est des groupes qui se constituent de femmes dans différentes villes et villages pour discuter entre elles sur ce que c'est, sur ce qu'elles ressentent en tant que femmes, sur les problèmes qu'elles rencontrent,
sur la façon dont elles essayent de comprendre les relations entre les hommes et les femmes. Et ce qui est libérateur là-dedans, il y a eu plusieurs féministes qui ont écrit des bouquins très personnels là-dessus, c'est que l'expérience individuelle de chaque femme paraît être l'expérience de toutes les femmes. Donc ce n'est pas un truc personnel individuel, c'est un truc dans la société, c'est une chose politique. Et c'est de là que vient l'idée que le personnel aussi est politique. Alors, l'auto-organisation de groupes de conscientisation va continuer et se développer, et on va voir l'organisation des organisations autonomes féministes, je dirais. Par exemple, les maisons des femmes, autogérées, sans subside, hein, avec des volontaires, 24 heures sur 24. Les maisons de refuge pour femmes battues. Les centres d'avortement illégaux, mais avec une bonne médecine, avec une pratique féministe. Tout ça se constitue à partir d'une base très large dans la société, et c'est un des éléments très importants de ce nouveau mouvement féministe. Maintenant, au niveau théorique, qu'est-ce qu'on apprend dans ce mouvement? Je dois dire que le mouvement est d'abord mouvement. C'est en faisant des choses qu'on va apprendre des choses, qu'on va se rencontrer, il y aura de nouvelles idées qui vont se développer. Et ces nouvelles idées, souvent, tournent autour de l'idée d'une oppression spécifique des femmes en tant que femmes. Compliqué ça. C'est-à-dire, même si on a l'égalité, égalité de salaire, ce qui n'est pas encore le cas, s'il y a égalité des chances de formation, ce qui n'est pas encore le cas, s'il y a égalité, soi-disant, sur l'embauche et dans le travail, et si les femmes ont obtenu déjà leur propre droit à un compte bancaire sans permission du mari, tout ça, c'est de l'égalité, comme le droit de vote, mais ça ne résout pas le problème. Les femmes restent des êtres humains de seconde classe, je dirais. En anglais, on dit, les femmes, c'est pas la vraie, it's not the real thing. C'est les hommes qui sont la norme sur beaucoup de terrains, on le verra après avec le racisme, l'hétéronormativité, etc. Mais donc les femmes sont souvent dépendantes, mais aussi sont sont en fait vues comme un appendice de l'homme, comme quelque chose de secondaire. Donc les femmes restent discriminées, et c'est à cause de cette oppression spécifique. Et pour trouver la source de cette oppression spécifique, parce qu'on la retrouve dans notre société actuelle, une société capitaliste, mais on la retrouve aussi dans l'histoire, dans le féodalisme, dans l'Antiquité, dans des sociétés d'agriculture, et même dans des sociétés d'avant l'agriculture. On voit des différences entre hommes et femmes, des tabous, des pouvoirs pris par les hommes et un moindre pouvoir pour les femmes. Toute cette histoire d'anthropologie nous le montre aussi. Donc, il y a quelque chose qui est à l'origine de l'oppression des femmes. Et là, on a eu beaucoup de débats, ces débats continus, qui sont très intéressants, évidemment. C'est intéressant de parler de soi, de son histoire, de pouvoir comprendre pourquoi nous réagissons d'une certaine manière ou pas d'une autre manière, etc. Donc, il y a eu débat sur la biologie. Il y a un fameux bouquin anglais qui dit « Les femmes sont de Vénus et les hommes sont de Mars », ce qui veut dire qu'il y a une nature qui n'est pas humaine, mais ou bien mâle ou bien femelle, disons. Est-ce que c'est ça la cause? Qu'est-ce que c'est le patriarcat? Moi, je n'aime pas trop le mot, je pense qu'il faut mieux parler de l'oppression spécifique en tant que femme. Mais alors, discussion plus loin, quel est le lien entre cette oppression séculaire des femmes et la situation actuelle? En quoi le capitalisme, parce que mai 68 c'est quand même un peu anticapitaliste, hein? En quoi le capitalisme profite-t-il de cette situation spécifique des femmes? Tous des débats. Ensuite, les débats sur qu'est-ce que c'est la prostitution? Le plus ancien métier du monde, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Je pense que c'est l'agricultrice qui est là, le premier métier du monde. Patriarcat, la prostitution, puis la question de la violence contre les femmes, qui est ressortie maintenant ces dernières années beaucoup plus fortement, mais qui est déjà un thème de discussion et d'activité.
voir les maisons qui aident les femmes battues, etc. Et puis, il y a des débats qui vont plus loin. Pour une alternative, il y a des débats féroces entre supporters et ennemis de l'idée d'un salaire pour la femme au foyer. Un salaire pour la femme au foyer voudrait valoriser le travail invisible, gratuit, non payé, que les femmes fournissent en prenant soin des enfants et du foyer. Donc tous ces débats sont très vivants, il y a plein de revues, de littérature, etc., et de livres. Donc ça, c'est un débat vivant qui n'est pas monopolisé par aucune tendance. Tout le monde a son mot à dire, c'est un débat pluriel. Parfois il est sectaire, un peu comme parfois en Italie, en Espagne ou en France. En Belgique, il est beaucoup moins sectaire, ce débat, parce que je vais en parler après. Parce qu'en même temps que tous ces débats théoriques, parce qu'on étudie Freud, c'est très compliqué à lire. Nous, on a dans notre groupe femmes dans ma ville, on a même étudié Hegel. Qu'est-ce que c'est que la dialectique? Parce que les hommes nous disaient toujours, vous n'êtes pas dialectique. Alors, comme argument d'autorité, évidemment. Alors nous, on ne comprenait pas, hein? Donc on étudiait même ça. Bien. En même temps, il y a eu l'émergence de mouvements, à partir de ces groupes de conscientisation, de ces groupes de discussion, de ces collectifs théoriques, etc. Il y a eu aussi l'émergence d'une organisation des femmes de ce nouveau mouvement. La première grande organisation, c'était aux États-Unis, c'était l'Organisation nationale des femmes, qui a été fondée en 1966 déjà. Et en Belgique, il y a des femmes de plusieurs réseaux qui ont pris l'initiative d'une journée des femmes, le 11 novembre, ici au passage 44, en 72, en 72. Il y avait 10 000 femmes de toutes les langues belges, de toutes les tendances belges, et Simone de Beauvoir, c'était la star de la journée. Et ça, c'est en fait le début, disons, dans les médias aussi, de ce phénomène des mouvements des femmes et des féministes en Belgique. Il y a eu aussi tout de suite une continuité avec des groupes de femmes qui étaient plus vieux, plus anciens, des groupes par exemple sur le thème du salaire égal pour le travail égal. Il y avait eu une grève à la Fabrique nationale de guerre à Herstal pour l'égalité des salaires des femmes et des hommes, par exemple. En Flandre, il y a eu fondation du comité de liaison femmes, Vrouwenoverlegcomité, qui est un comité qui organise depuis 1972, chaque 11 novembre, une journée des femmes. Mais uniquement au niveau néerlandophone flamand. Vous êtes toutes invitées. Et tous, parce que c'est mixte. Et ça a été des lieux de débat, des grands débats aussi qui ont été répercutés à la télé, dans les programmes politiques du dimanche matin, etc. Donc ça avait un vrai impact. Du côté francophone, il y avait aussi, c'est important, les cahiers du GRIF, groupe de réflexion et d'information féministe, hein, c'est ça. Très intéressant. Et tous ces groupes ont aussi impulsé un développement dans le mouvement syndical. Aussi bien socialiste que chrétien. Il y a eu élaboration, il y a eu constitution de commissions femmes et de travail féministe. Hein, parce qu'il y avait plein de problèmes sur lesquels il fallait aussi discuter dans les organisations syndicales. Donc aussi bien dans la FGTB que dans la CSC. Moi j'étais membre de la FGTB, CGSP Enseignement. Et donc nous on a eu des journées nationales femmes de formation, des week-ends de formation à la mer, incroyables. Il y avait des commissions femmes régionales partout. Elles impulsaient par exemple aussi dans des secteurs des activités comme l'action positive pour promouvoir les possibilités des femmes au niveau du boulot, etc. Et à travers toute cette floraison d'initiatives et d'activités, il y a un thème qui est apparu central au début des années 70, des années 70, c'était l'avortement. En Belgique, c'était complètement interdit. Le roi était très content de ça, un certain Baudouin. Et par exemple, dans l'enseignement, même dans mon athénée de l'État, où j'enseignais la biologie, il m'était interdit par la loi de parler de contraception. Alors les gens disaient, contraception, évidemment. Et puis j'expliquais aussi les possibilités d'avortement qui, à ce moment-là, se faisaient uniquement, les années 70, uniquement dans certaines cliniques en Wallonie avec Dr. Peirce. Bien, mais ce thème de l'avortement devient très important
aussi parce qu'en 1973, il y a l'affaire du docteur Peirce, qui est médecin à Mons, non, la Louvière, à Bruxelles. Oui. Namur, c'est ça. Oui. Je vois, ma vision n'est pas assez. Alors, docteur Peirce a été mis en prison pour 35 jours parce qu'il faisait des avortements dans les bonnes conditions. Peirce est en prison et toutes les femmes se mettent en mouvement. C'est évidemment, ça montre que ça vivait, mais il n'y avait pas encore d'initiative concrète. Donc, à ce moment-là, il y a une grande campagne de solidarité et ce qui émerge de tout ça, c'est pas un sentiment de culpabilité. L'avortement, c'est mauvais, c'est un échec. Non, non, c'était la femme décide. En néerlandais, c'est encore plus beau, c'est baas in eigen buik. Hein, donc, on est le chef de son propre ventre, littéralement, baas in eigen buik, la femme décide. Donc, l'avortement, dans ce mouvement féministe nouveau, n'est plus un tabou, n'est plus vu comme un échec, mais est vu comme une liberté nouvelle et une sécurité médicale. Personne n'est obligé à avoir un avortement, mais un avortement, c'est mieux qu'un enfant non voulu. Le grand slogan après, ça devient un enfant voulu. C'est plus important qu'un enfant qui vous tombe dessus comme ça. Alors, les centres, donc ça montre aussi la caractéristique de ce mouvement féministe. Les centres avortement, ça reste pas dans des trucs officiels de certains hôpitaux, mais les centres d'avortement illégaux vont se constituer, se former avec des médecins volontaires qui se forment en Hollande dans les cliniques d'avortement. Le premier centre en Flandre, c'est à Gand. Moi, j'étais la présidente du machin truc. On a eu des procès, on est allé en procès, on a toujours été libérés parce qu'on invoquait l'ignorance. Non, Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. La Convention européenne des droits de l'homme. Pour dire que ces femmes étaient dans une situation de détresse, etc. Donc ça a toujours marché. C'est important, cette convention, donc. Hein? Bien, comment on le sait. Alors, en même temps, donc, ce mouvement pluraliste, cette émergence de collectifs d'avortement, avec une pratique de respect pour les femmes, parce qu'en même temps, on était contre les avortements forcés, comme en Inde, ou contre les stérilisations forcées, comme certains pays du tiers-monde, etc. Donc, ces centres d'avortement vont nous permettre aussi de constituer un front très large, mouvement féministe, nouveau, radical, mouvement syndical. Oui. Il faut dire, hein, de Bune, tu dois soutenir la question de l'avortement. Les grands dirigeants de la FGTB, c'était pas évident au début. Mais donc les syndicats s'y mettent, syndicats socialistes, le mouvement socialiste et le mouvement des partis libéraux aussi. Et donc, c'est la première expérience d'un front très large qui a été impulsé par ce nouveau féminisme. C'était des grandes manifs annuelles pour la dépénalisation de l'avortement. Mais ça a duré longtemps, hein, parce que c'est qu'en 1990, qu'on a gagné la loi. Et pourquoi est-ce qu'on a gagné? Je vais en parler brièvement parce que c'est un élément clé dans le développement du féminisme en Belgique. Donc il y avait le front pour l'avortement, disons, pour le changement de la loi. Nous, on disait dépénalisation, ce qu'on n'a pas obtenu. Hein. On a obtenu la permission pour avoir un avortement jusqu'à 12 semaines. Maintenant, c'est peut-être 15 semaines. Et pour des raisons un peu vagues, ce qui est bien, évidemment. Hein. C'est pas comme en Irlande. Il faut mourir avant d'avoir un avortement. Bien. Donc, on avait une plateforme de dépénalisation, légalisation, des grandes manifestations, mais jusqu'en 1982, ce front pour l'avortement était uniquement constitué des groupes féministes et du mouvement socialiste, social-démocrate. Le mouvement chrétien en général était contre l'avortement. Et là, on a appris à notre propre... On a vraiment appris, c'est que l'avortement, c'est pas simple. C'est pas comme aller chez le dentiste. L'avortement, c'est un thème, un sujet idéologique très sensible. Beaucoup de femmes à cette époque-là disaient l'avortement, c'est un meurtre. Alors, tuer quelqu'un, ça se fait pas. Sauf dans les guerres, évidemment. Bien. La plus grande manifestation qu'on a eue pour l'avortement, c'était en 79,
Et puis, 80, c'est déjà le début de la crise économique assez profonde, et il y a eu des premières mesures par un ministre social-démocrate de Wulf qui limitait le droit au chômage pour les chômeurs non chefs de famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les femmes, évidemment. Donc c'était une mesure discriminatoire, directement orientée vers les femmes. Et là, on a contacté et débattu avec le mouvement ouvrier chrétien, Juif féminine, et le mouvement du côté flamand de l'ACV. Et là, on a aussi discuté sur comment lutter contre cette mesure de la crise, contre ces mesures de Wulf. Et la gauche, qui dans le temps était pour l'avortement, a décidé à ce moment-là de faire un front contre la crise en laissant tomber la revendication de l'avortement dans ce front. Non, pas laissant tomber l'activité pour l'avortement, évidemment, mais dans ce front-là, pour impliquer les mouvements ouvriers chrétiens. Ça a marché. Le 6 mars 82, on était 15 000 femmes dans la rue à Bruxelles, avec des motards de la commune de Saint-Josse, je pense. Bon, bien. C'était donc un premier front très large du mouvement féministe, du mouvement des grandes organisations féminines et du mouvement ouvrier contre la crise. Et c'est grâce à ce développement-là qu'on a pu continuer à discuter dans le mouvement ouvrier chrétien sur qu'est-ce que c'est cette loi pour l'avortement. Est-ce que c'est la permission de tuer des fœtus? Non. C'est la possibilité d'avoir le choix d'avoir un enfant ou pas, et si on n'en veut pas, d'avoir la possibilité d'un avortement aussi vite que possible et dans les meilleures circonstances possibles. Parce qu'à cette époque-là, on pense qu'il y avait environ 8000 morts par an en Belgique à cause d'avortements illégaux. Hein? Il y avait un commerce pour les avortements en Angleterre, etc. Donc c'était d'une injustice sociale énorme. Et c'est grâce à notre collaboration entre femmes FGTB, femmes CSC, groupes féministes et organisations féminines, à travers le fonds Femmes contre la crise, qu'on a pu vraiment ouvrir les esprits. Et que dans le mouvement ouvrier chrétien, les femmes ont pris l'initiative de faire pression. Et c'est cela qui a à la fin permis, en 1990, d'obtenir une majorité alternative pour faire passer la loi, parce que les chrétiens démocrates francophones et néerlandophones se sont abstenus dans le Parlement. Grande victoire. Sauf que ce fameux Baudouin, qui est un fondamentaliste chrétien, refuse de signer. Il est le roi des Belges. Ce n'est pas un roi de la Belgique, ce n'est pas un seigneur féodal. Ce roi des Belges refuse de signer l'opinion des Belges. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour éviter une nouvelle crise royale dans la royauté? Ils l'ont déclaré pendant 24 heures fou, incapable de régner. Et c'est Wilfrid Martens, le premier à l'époque, qui a signé la loi. C'est la seule loi de notre pays qui n'a pas été contresignée par un roi, mais par le Premier ministre. Bien. Là, c'était quand même... On était vraiment contents. Et ça a permis, cette loi pour l'avortement a permis vraiment de maintenant établir une pratique des avortements qui est au top, hein, qui est sociale, c'est remboursé et qui est bien évaluée avec des bonnes pratiques médicales. Bien. J'arrête dans quelques... Oui, j'allais juste... Les conclusions de ma petite histoire, qui est une histoire d'une victoire de société globalement, c'est que il y a une nouvelle conscience féministe qui a émergé à cette époque-là, qui pénètre dans toutes les pores de la société. On a gagné sur l'avortement, la discrimination positive, on a lutté et obtenu plein d'autres lois. Je vous rappelle la LGBTQI, le mariage homosexuel, la procréation médicalement assistée, la loi sur l'euthanasie. Tout ça, ce sont des lois sur laquelle la société, qu'on soit croyant ou pas, est d'accord pour donner plus d'autonomie et de liberté dans des bonnes conditions à l'individu. Je crois que c'est des acquis qu'on ne peut pas nier. Situation actuelle, je disais, on n'a pas gagné vraiment, hein, parce que la violence contre les femmes, ça continue. Les identités, les discussions sur les identités continuent, les analyses de genre, la question sur les personnes trans.
et toute la question de la transsectionnalité, c'est-à-dire un féminisme qui doit être pluriel, multiforme et inclusif de toutes les personnes. Ça, c'est pour nous l'idéal sur lequel il faut continuer à travailler. Et en finale, pour conclure, la crise écologique mondiale qui s'accélère en ce moment, met sur l'ordre du jour aussi un projet écoféministe qui fait le lien entre le rôle que les femmes sont obligées de prendre dans notre société, pas à cause de leur biologie, mais à cause des structures de classe de la société, des structures familiales, le rôle pour les soins et le rôle pour la responsabilité de l'obtention de nourriture, etc., font que les femmes, et c'est clair dans le tiers-monde et chez les peuples premiers, les femmes sont à l'avant-garde des luttes écologiques parce que ça concerne la santé de leurs gosses, de leurs maris et de leur famille. Et c'est cette lutte-là que nous, on appelle maintenant une lutte écoféministe qui va enrichir tout ce mouvement pluriel et inclusif des femmes. Merci. Bon, moi je vais être plus rapide parce que Marek a dit beaucoup de choses, et l'essentiel, et puis le film a montré beaucoup de choses. Micro. Je veux dire, Marek a dit beaucoup de choses et le film donne beaucoup de choses, donc je vais être relativement bref. On m'a demandé de parler surtout sur 68 avec deux problèmes en introduction. Le premier, c'est que la plupart des responsables de 68 sont soit morts physiquement, soit morts politiquement. C'est-à-dire que comme Belli, tout ça qu'on a vu dans le film, il est Macron, Romain Goupil il est Macron, et moi je ne suis pas Macron, mais je suis un des rares survivants politiques. Et puis il y en a plein qui vivent encore, qui sont soit PS, soit Macron, mais très peu révolutionnaires. Donc c'est un petit problème. C'est pour ça que je suis très triste ces temps-ci, parce qu'on prend le dernier survivant et on essaie de le faire parler. Deuxième point, c'est comment 68 est traité. Alors il y a eu des dizaines de bouquins, n'ayez pas peur, je ne les ai pas lus. Il va y en avoir des dizaines, je ne les lirai pas plus. On va quand même beaucoup parler de 68. Jusqu'à présent, qui en parlait? Il y en a un qui a osé attaquer 68, c'était notre ancien président de la République, Sarkozy. Mais il l'a payé très cher, parce que beaucoup de gens qui ne foutent plus rien, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, il ne faut pas toucher à 68. C'est sacré. Alors, la plupart ne font plus rien maintenant, c'est pas le problème. Mais 68, c'est sacré, on n'y touche pas. Ou alors on en parle un peu comme on en a parlé tout à l'heure. Mais je veux dire, globalement, même pour les vieux, les anciens, on n'en parle pas. Les jeunes, alors les jeunes, ça dépend. Moi, j'ai fait plusieurs topos dans des facs. Il y a des années où les jeunes nous disent 68, on s'en fout, va te faire cuire un œuf, pour être poli. D'autres années, ils nous disent 68, ouais, d'accord, mais il faut tout recommencer, vous avez échoué. Donc, va te faire cuire 2 œufs, cette fois-ci. De temps en temps, ils nous disent 68, c'est pas mal, ça donne des tas de choses à réfléchir, et c'est là-dessus que je voudrais intervenir. C'est en gros comment refaire à 68, parce que moi j'y crois toujours, mais qui réussissent pleinement. Parce que ça réussit, mais marginalement, comme tu l'as dit tout à l'heure. Alors d'abord, la nature de 68. C'est la plus grosse explosion sociale jamais connue en France. Je dis bien sociale, parce que ça a eu lieu dans plein de pays, mais c'était essentiellement étudiant. Tu as parlé de plein de pays en Amérique latine, etc. Tu as tout à fait raison. Ça a été une explosion étudiante. Il y a 2 pays, à ma connaissance, où ça a débordé le cadre étudiant pour atteindre le mouvement ouvrier. C'est la France, et c'est l'Italie, un peu plus tard, avec ce qu'on a appelé en anglais le Scraping May, le mai rampant, où il y a eu étudiants et ouvriers. Mais on va voir là tout à l'heure que même la plus grosse explosion sociale, 10 millions de grévistes pendant des jours et des jours, avec des occupations d'usines comme on a vu après l'occupation de la Sorbonne, ça n'a pas été quand même, à mon avis, une véritable liaison ouvrier-étudiant. Il y a eu le début du début. De même, certains
ne retiennent de 68 que la grande révolution sexuelle et la grande révolution culturelle. Mais il n'y a pas un mot sur ce qui pour moi est le plus important en France, et tu en as parlé, c'est une grève générale comme on n'a jamais connue, qui va commencer après la répression contre les étudiants qu'on a vu tout à l'heure dans le film, et à cause de la répression contre les étudiants, mais c'est 10 millions de grévistes dans les usines. Alors il y a Sud Aviation, il y a etc. Il y a eu quelques grèves avant mai 68. En janvier, en février, je vous passe les détails, les villes. C'était des grèves liées à ce que moi j'appelle 68 une époque de transition. Transition du mouvement étudiant qui est en train de changer, transition du mouvement ouvrier qui est en train de changer. C'est fondamentalement une période de transition. Mais c'est quand même une explosion sociale énorme, comme on n'a jamais connu, je répète, avec 10 millions de grévistes après le 13 mai. Deuxième point que j'ai remarqué, puisque j'y étais, n'est-ce pas, malgré les assurances, données ou pas données, c'est Trotsky qui disait, et pour une fois je cite Trotsky quand même, remerciez-moi, qui disait, quand il y a un mouvement social, les gens sont quotidiennement méconnaissables. Et c'est exactement ce que j'ai vu en 68. De jour en jour, les gens sont devenus méconnaissables. Par exemple, au début mai, quand il y a eu les fameuses barricades, la fameuse nuit du 10 au 11 mai, les fameuses barricades, moi j'étais rue Gay-Lussac, on l'a vu là, et j'ai vu un gars, on brûlait des bagnoles, il y avait des barricades, on pétait les arbres, comme vous avez vu, on cassait les grilles, puis il y a des bagnoles qui cramaient, et moi j'ai vu un gars de la rue Gay-Lussac, c'était pas un ouvrier, parce que rue Gay-Lussac, c'était déjà un quartier un peu bobo, et qui disait « Tiens, ma bagnole brûle !» et il se marrait. Il rigolait. Il était content que sa bagnole brûlait, parce qu'elle empêchait les flics d'avancer. Mais je suis sûr que quand il y a eu les élections, on ne dise pas de conneries, le 23 juin, avec une victoire électorale des gaullistes énorme, il a dû voter De Gaulle. Le même qui se marrait de voir sa bagnole brûler, parce que comme le mouvement n'a rien donné, comme beaucoup de petits bourgeois, de couches moyennes, etc., il est redevenu normal, comme on dit, c'est-à-dire partisan de l'ordre, des flics, à bas le désordre, à bas les gauchistes, à bas le juif allemand comme Bendit, il est redevenu normal. Et il a dû, à mon avis, je ne sais pas, je ne le connais pas, mais voter, à l'époque c'était l'UNR, je crois, mais il a dû voter gaulliste. Alors quand je dis que les gens sont quotidiennement méconnaissables, c'est qu'effectivement, c'est la seule période révolutionnaire que j'ai connue où, bon, il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de bouffe, il n'y avait pas de métro. Alors, comme il n'y avait pas de bus et pas de métro à Paris, j'entends à Paris, ben, on prenait les voitures collectives, et il n'y avait pas une seule bagnole où un mec seul ou une fille seule conduisait. Tout le monde montait dans les bagnoles, c'était normal, c'était collectif. La bouffe, elle venait, alors il n'y avait pas d'auto-organisation, elle venait des syndicats, mais il n'y avait pas de bouffe. Donc les magasins étaient approvisionnés par les syndicats. À un moment même, à Paris, il n'y avait plus de flics. Ceux qui faisaient la circulation avaient des brassards, CGT, CFDT, FO, FSU, c'était des syndicalistes. Mais des syndicalistes qui faisaient la circulation. Il n'y avait plus un flic. On est passé souvent, ça j'y reviendrai, c'est la faiblesse de 68, devant le Parlement, qui était gardé par 3 flics en képi. Il ne nous est pas venu l'idée d'aller prendre le Parlement. Pour y faire quoi? Mais rien. Alors moi, après, j'ai été député européen à Bruxelles, donc j'ai reconnu la ville. Je suis allé voir au Chiapas les zapatistes mexicains. Puis j'ai su qu'après, pas quand j'y étais, il y avait une énorme manif, mais après ils ont occupé le Parlement, le gouvernement n'a rien fait, ils occupaient le Parlement, ils savaient qu'ils allaient se tirer, et que c'est la faiblesse de 68, le problème du pouvoir n'était pas posé, les zapatistes sont barrés du Parlement, ils occupent toujours le Chiapas, mais le Parlement est toujours occupé par la droite et la bourgeoisie, comme le Parlement aujourd'hui en France. Ça le problème, c'est poser le problème du pouvoir. Et ça n'a pas été posé en 68 ou mal posé, j'y reviendrai, et ça n'a pas été posé dans les autres pays où il y a eu des mouvements étudiants énormes, avec souvent des répressions encore plus fortes. Il y a eu des tués au Mexique, en Amérique latine, en France, il y en a eu quand même moins. Alors, quand les gens sont quotidiennement méconnaissables, ben, du coup, il y a les phénomènes culturels et sexuels normaux. Cela reste. Et tu en as parlé. Cela reste. C'est un des succès de 68. Alors, il y a eu des mesures sociales qui ont été prises, qui sont restées, mais politiquement, on a échoué.
La preuve, c'est qu'il faut recommencer maintenant. On a toujours même pire que la droite en 68. Macron, j'en parle pas. Je suis pas Macron, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je le redis. Mais je suis pas du tout Macron. Je pense que ni gauche ni droite, et il joue sur le fait que les gens sont paumés. Mais il est vraiment très à droite. Donc je ne suis pas Macron. Mais je répète, le gros problème, c'est que sur le plan politique, on avait beau gueuler étudiants, ouvriers, je vous rappelle une manif où on gueulait tous, le pouvoir aux travailleurs, très joli mot d'ordre, mais personne ne le voulait. C'était le problème. Nous, les étudiants, Gesmar, Cohn-Bendit, Sauvageau il est mort. Pas de ça, il a été écrasé par un scooter. Il n'y a pas longtemps, il était de gauche, président de l'UNEF, PSU n'existe plus, mais il y a encore des cérémonies qui sont faites. Mais je veux dire, autant les ouvriers étaient contents de nous suivre dans la rue parce qu'ils en avaient marre de faire des nations, Bastille, Bastille, nation, nation, Bastille, Bastille, nation, pour 10 fois, 11 fois, 12 fois, 13 fois. Donc là-dessus, on suivait Cohn-Bendit, Gesmar, Sauvageau, qui étaient les 3 dirigeants, mais qui n'étaient pas ouvriers. Mais quand on gueulait tous ensemble, ouvriers, étudiants, le pouvoir aux travailleurs, tout le monde rigolait, parce que personne n'en voulait. Les syndicats en voulaient surtout pas. Le PC, beaucoup plus fort qu'aujourd'hui, n'en voulait pas. Mais je répète, ça a été une période difficile. Et dans cette période difficile, les artistes, les problèmes sexuels, les problèmes culturels prennent une ampleur énorme. Mais tu as eu raison de le signaler, le mouvement de libération des femmes, il est né grâce à 68, mais après 68. Le mouvement des homosexuels, il est né grâce à 68, mais après 68. Le mouvement des immigrés qu'on connaît aujourd'hui, des sans-papiers, il est né en 68, mais il s'est développé après 68. Donc il faut faire gaffe. En 68, c'est le seul truc positif, à mon avis, du fameux film que j'ai dû voir 30 fois de Romain Goupil, Mourir à 30 ans. Je ne suis pas mort à 30 ans, j'ai 76 ans, je ne suis pas encore mort, mais il y a un aspect très positif dans ce film, c'est le rôle des femmes, où elles servent à table. Alors, les barricades, elles donnaient les pavés, elles ont été hyper actives dans les barricades. Ça, c'est l'aspect nouveau. Les femmes ont joué un rôle énorme. Mais Gesmar n'était pas une femme, Sauvageau n'était pas une femme, Cohn-Bendit n'était pas une femme, et tous les ministres qu'on voit, ce n'étaient pas des femmes. Elles ont joué, et là, elles jouent bien dans le film de Romain Goupil, qui est devenu Macron, maintenant, paraît-il. Je ne le revois plus, depuis qu'il a soutenu l'invasion en Irak, je ne le revois plus. Mais les femmes jouaient un rôle comme dans le film. Elles servaient les mecs, elles donnaient à bouffer, et voilà, et elles aidaient à construire les barricades. Alors, mouvement de transition, ça qui est capital. C'est que le mouvement étudiant, c'est pas comme le dit le connard de Perfit, qu'il n'y avait pas 200 000 étudiants, il y en avait 5 à 600 000. Mais c'est vrai qu'il y a un nouveau mouvement étudiant qui apparaissait en France et dans le monde. Et un nouveau mouvement étudiant, ça ne veut pas dire des fils d'ouvriers, mais ça veut dire des enfants de couche moyenne, et pas seulement de la grande bourgeoisie, qui en avait marre, en France, au Mexique, au Canada, en Allemagne, des cours qu'on faisait, que les profs faisaient devant des cours qui étaient emmerdants comme tout, et réclamaient des cours plus petits. Plus la non-mixité. Bon, Cohn-Bendit était élu, s'il s'engueulait sur la non-mixité à Nanterre, ça a été le début du début, sur la non-mixité à Nanterre. Les mecs ont été occupés une tour à Nanterre, et ça a développé le mouvement. Mais il y a eu donc une transition entre un mouvement étudiant qui est passé très très rapidement de 150 000 à 500 000, aujourd'hui il y en a 2 millions, et un mouvement ouvrier où les premières luttes ont commencé en janvier 68, février 68, mais dans des usines où c'était des nouveaux ouvriers qui venaient de la paysannerie, moins tenus en main par les syndicats, beaucoup plus libres d'un certain point de vue, et un nouveau mouvement ouvrier. Et cette transition étudiant-ouvrier, elle s'est faite sur des mots d'ordre qui n'étaient pas communs. C'est-à-dire les ouvriers sont descendus dans la rue après les barricades parce que la répression, ils étaient écœurés par la répression. Donc on est solidaire des étudiants victimes de la répression. Mais on n'est pas solidaire de leurs mots d'ordre. D'abord, on ne les connaissait pas et on s'en foutait. Moi, je me rappelle que j'étais à la Sorbonne, je n'allais pas aux assemblées culturelles, je n'allais pas aux assemblées de femmes, d'abord parce que je ne suis pas une femme, mais je n'y allais pas. Je n'allais donc pas aux trucs culturels. Je n'ai pas vu Sartre devant l'usine Renault faire le guignol sur un truc d'essence.
J'ai discuté avec Michel Piccoli qui me disait j'arrête d'être acteur. Je me disais surtout pas, on n'a pas de comédien, n'arrête pas, c'est de la connerie. Bon, mais lui, il est venu nous voir au local, il venait régulièrement. Mais je répète, il y avait ce mouvement où les gens étaient méconnaissables. Donc quand il y a un mouvement de masse, effectivement, le problème des femmes, les problèmes culturels, les problèmes sexuels sont posés à une échelle de masse. Mais avec des mots d'ordre parfois farfelus. Moi, je sais que j'ai gueulé Che Guevara, Ho Chi Minh, en reprenant ce que j'avais entendu en Allemagne, mais je le regrette un peu maintenant, parce que c'est des mots d'ordre complètement bêtes, bon, stupides. Mais on a gueulé sous les pavés de la plage. Le pouvoir aux travailleurs, c'était plus sérieux, mais ça n'avait aucun répondant. Il y avait des tas de mots d'ordre qui fleurissaient partout, parce qu'il y avait une spontanéité fantastique. Ça, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire, comme je vois maintenant des journaux qui étudient chaque mot d'ordre, il est interdit d'interdire, mais ça ne demande pas une étude. Dans les Échos, j'ai vu qu'ils faisaient une étude de 2 pages, mais c'est ridicule. On disait il est interdit d'interdire, parce que tout pétait, quoi, qu'on en avait marre, mais personne n'a chiadé le mot d'ordre pour savoir s'il était juste de même sous les pavés la plage. Le pouvoir aux travailleurs, si, ça c'était un peu mieux. Nous sommes tous des juifs allemands, si. Parce que moi je sais que quelques semaines avant, j'étais plus étudiant mais je suis revenu, quelques semaines avant, il n'y a qu'une petite poignée qui nous écoutait, puis d'un seul coup, tout le monde s'est mis à gueuler, nous sommes tous des juifs allemands, alors qu'ils étaient tous catholiques, ou pas croyants, mais ils n'étaient pas juifs, donc, et surtout pas allemands. Donc ils gueulaient tous, nous sommes tous des juifs allemands, boum, d'un seul coup ça a explosé. Ça, c'est l'explosion. Pourquoi transition? Parce qu'il y a transition du milieu étudiant, j'en ai parlé, transition du milieu ouvrier, j'en ai parlé, et ça s'est vu dans les barricades. Nous, on avait du pot, au Gay-Lussac, on avait une copine qui est morte depuis, elle n'est pas morte de ça, qui tenait une agence de tourisme. Alors, on était dans la cave avec un théoricien belge qui est mort, qui s'appelle Ernest Mandel. On sortait, on rentrait, on sortait, on rentrait, on sortait, on regardait les barricades. Il y en a qui étaient très vieux mouvements ouvriers, faites très sérieusement, les rues bien dépavées, le boulevard Saint-Michel, vous pouvez regarder, il y a des arbres petits, il y a des gros arbres, les petits c'est ceux qu'on avait coupés, les gros c'est ceux qu'on n'arrivait pas à couper, et là c'était bien fait, et puis il y avait des barricades, c'était le bordel intégral, qui était lié à la spontanéité du mouvement, rue Gay-Lussac, tout ça, devant des impasses. Moi, je sais que comme Benny disait, allez, on occupe le quartier latin, c'était adorable, mais c'était devant des impasses, c'était un bordel indescriptible. Donc il y avait tout, il y avait de tout. Et ça, c'était... Puis les flics en ont eu marre, ils sont intervenus à 3h du matin, sur ordre du préfet Grimaud, qui à l'époque, le PS n'existait pas, était FGDS. Il n'a pas fait tirer dans la foule, ça c'est vrai, mais il y a eu des centaines de blessés. À l'époque, c'était les radios qui marchaient, la télé, personne ne la regardait. Maintenant, on ne la regarde plus, mais il y en a trop, on en a marre. Mais c'était les radios. Comme Bendy parlait à la radio, ça c'est vrai, il disait plein de trucs à la radio, souvent c'était assez chouette. Mais je répète, c'était une période de transition. Alors, transition sur les mots d'ordre. Nouveau mouvement étudiant, nouveau mouvement ouvrier, et une politisation très rapide liée à la guerre du Vietnam, ce que tu as dit. Et alors là, je vous cite une seule date. Quand on a rencontré Rudi Dutschke, que vous ne connaissez pas, mais certains le connaissent, quelques-uns, quelques têtes là, bon, parce qu'il est mort. Mais lui, il a été assassiné en Allemagne. C'était le dirigeant des jeunesses socialistes allemandes, qui était mon pote. On a fait une manif en Allemagne, c'est lui qui nous a appris en février. Il nous a appris à gueuler Che Guevara, Ho Chi Minh en scandant, dans les rues désertes de Berlin, où les gens nous regardaient comme des cinglés, mais au moins on manifestait à Berlin. On avait manifesté avant à Bruxelles avec lui, puis après, il y a un galier au Trost allemand, Springer, bon, de la presse, qui a tiré dessus. On a fait une manif à Paris devant l'ambassade d'Allemagne. On était quelques milliers d'étudiants devant l'ambassade d'Allemagne quand il a failli mourir. Et puis c'est là où spontanément, les étudiants ont retraversé le pont, ça vous dira rien, sont rentrés au quartier latin et ont commencé à dévaliser les cafés, les bouteilles, les verres et tout. Nous, c'était complètement spontané. Moi, j'ai dit aux copains, mais qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit, mais il se passe un truc. Ils m'ont dit, oui, mais quoi? Bon, c'était bizarre. Puis alors après, il y a eu Nanterre, il y a eu la Sorbonne, occupée, puis libérée le 13 mai, etc. Bon. Puis il y a eu les fameuses barricades que j'ai racontées. Mais donc, c'est la liaison
entre un mouvement étudiant qui change, un mouvement ouvrier qui change, mais qui reste quand même sous l'emprise du PCD stalinien, et la guerre du Vietnam qui politise tout le monde, d'un seul coup, avec Che Guevara, Ho Chi Minh, qui était quand même une façon de soutenir le Vietnam. Donc il y a eu tout ça qui va se dérouler en 68, et nous on va se retrouver là-dedans avec quasiment aucune implantation ouvrière. On avait quelques ouvriers, je peux vous citer les noms, mais ils sont morts, mais d'autres choses, mais ils sont morts, il n'existe plus aujourd'hui, heureusement, une implantation ouvrière plus forte, mais on n'avait quasiment rien. On était implanté en milieu étudiant, ça c'est vrai, très minoritaire quelques mois avant, et puis on est devenu majoritaire quand le mouvement spontané s'est développé, alors on était étudiants. Bon, enfin, pour vous donner un dernier exemple, tous les soirs on se réunissait sur la statue d'Enfer Rochereau, des milliers d'étudiants étaient là, chacun gueulait « on va où ?» Alors chacun avait son idée, on va à Paris, on va aux Champs-Élysées, on va bon, etc. Qui dirigeait? Soit Cohn-Bendit qui avait le micro, il était au-dessus de la statue, soit nous, on avait le service d'ordre, les JCR de l'époque, ça s'appelait les Jeunesses Communistes Révolutionnaires, on avait le service d'ordre avec nos mégaphones en bas. Mais c'était nous qui dirigeons. Et on laissait les gens gueuler, les milliers d'étudiants gueuler, on va à Lille, on va là, on va... Bon, ils allaient n'importe où. Mais je répète, ceux qui dirigeaient vraiment, c'est le micro et le service d'ordre. Bon, il y avait les assemblées générales étudiantes, où moi j'ai pas mis les pieds, sauf une, le 13 mai. Après, oui, c'était le 13 mai, non, le 17 mai, quand j'ai appris que la grève se lançait à Renaud-Billancourt. Je me suis dit, on va y aller, on va faire la liaison ouvrier-étudiant. Je suis rentré à l'AG étudiante, où il y avait toujours 2 000 3 000 étudiants, avec une bagarre Ben Saïd qui est mort, qui était chez nous, et Cohn-Bendit, sur est-ce qu'il y a des délégués, pas de délégués, Assemblée Générale, pas Assemblée Générale. Les Assemblées Générales, c'était un vaste bordel, où il suffisait de dire, je suis ouvrier, on pouvait être alcoolo et tout, on était acclamés. Moi, je suis arrivé, j'ai dit, il faut faire la liaison ouvrier-étudiant. Alors là, ça a marché. On a entraîné des milliers d'étudiants aux usines Renault, et c'est là où on voit la force du PC. Les usines Renault, Billancourt, il y avait 30 000 ouvriers à l'époque, avec le fameux mot d'ordre, quand Renault éternue, la France s'enrhume. Ouais. Tu te rappelles? Ouais. Et là, Renault, la France n'est pas enrhumée, Renault n'a pas éternué, et tout était fermé. Il y a quelques ouvriers qui nous ont salués en chantant en international, mais ça n'a pas été plus loin. Alors en province, ça a été un peu plus loin, les liaisons ouvriers-étudiants, mais globalement, il n'y a pas eu de vraie liaison. Je me rappelle qu'un an après, j'étais candidat au présidentiel, j'étais à l'armée. Un an après, j'ai été faire un meeting sur un camion devant l'usine Renault-Billancourt, et j'étais accueilli par 1 millier d'ouvriers scandant « le fascisme ne passera pas ». Et je ne voulais pas passer, et je n'étais pas fasciste. Mais c'était pas agréable non plus. Mais il y avait quand même, il devait y avoir 1500 ouvriers communistes sur 30 000, et ça prouve que le PC commençait à perdre son influence, la CGT aussi, mais restait quand même dominant. Et en province, ceux qui apportaient la bouffe, c'était les intersyndicales. Les conseils ouvriers, il n'y en avait pas. L'auto-organisation ouvrière, il y en avait très peu. Ou alors c'était intersyndical. Pour ça, il faut faire attention à ça. Il y avait un soviet qui existait à Saclay. Celui qui a écrit le bouquin « Le soviet de Saclay », Pesquet, il est mort. Pas de ça, il était chez nous. Mais il est mort quand même. Mais en plus, au soviet, il n'y avait pas d'ouvriers. Parce que Saclay, c'était des techniciens, des ingénieurs. Donc, il n'y avait pas d'auto-organisation. Ce qui m'amène au dernier point, c'est comment faire un mai 68 qui réussisse. Alors, il faut une explosion sociale. Cela, elle est imprévisible. Je vous signale qu'avant que ça pète, Le Monde titrait « La France s'ennuie ». C'est pas tellement embêté. Bon. Donc, il faut une explosion sociale. Ça, il y en a très localisé, très violent, partout. Aussi bien écolo, Notre-Dame-des-Landes, que social, que femmes, les mouvements femmes. Alors, ça dépend des pays, etc. Mais il y a un ras-le-bol généralisé. Mais ce qui a changé, je termine là-dessus, le prolétariat est plus nombreux qu'en 68, mais beaucoup plus divisé, beaucoup plus... Il n'y a plus de grandes usines en France. Billancourt n'existe plus, hein, maintenant, vous y allez, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de grandes usines, il y en a un peu plus dans d'autres pays. Mais il n'y en a plus des grandes... Bon, la classe ouvrière, le prolétariat, surtout en France, après des échecs, il y a eu des mouvements énormes,
se sent divisé. Aujourd'hui, la droite fait la politique de l'extrême droite, la gauche fait la politique de la droite. Les gens sont perdus, complètement perdus. Soit ils ne votent plus, comme dans ma ville à Saint-Denis, où il y a 70% d'abstention. Soit, quand ils votent, on vote plus pour, on vote contre. Alors on vote pour machin, contre machin, contre machin, mais on vote plus pour. Mais globalement, les gens sont paumés. Ça a complètement changé depuis 68. Les partis et syndicats commençaient à être discrédités, ils le sont largement, mais ils sont encore capables, il faut faire gaffe à ça. Le PC a encore des milliers d'élus. Les syndicats sont encore capables, non plus de mettre des centaines de milliers, mais des dizaines de milliers de gens dans la rue. Alors que le Front Social en met 2000, 3000. Nuit debout, moi j'ai des bourgs, mais ça rassemble au maximum 4000 personnes à Paris. Par rapport à la force syndicale, c'est que dalle. C'est petit, tout ça c'est petit. Donc il y a un désarroi qui est énorme. La révolution culturelle, celle-là, elle existe, t'as raison. Il y a le mouvement des femmes, le mouvement des homosexuels, le mouvement des sans-papiers, qui a pris une ampleur énorme, et des mouvements sociaux radicaux, mais isolés. Et ce qui manque, à mon avis, c'est l'idée d'une coordination, parce que les gens en ont marre de faire Bastille-République, ou marre de faire une journée de grève qui est la 15e. Alors soit on fait grève, soit on va à la manif. Souvent on préfère aller à la manif plutôt que la grève, parce que on perd moins de fric. Mais globalement, on va nulle part. Et ça, c'est le gros problème. Il va y avoir des manifs, on va y aller. Mais les gens en ont marre. Ça, c'est la grosse différence. Donc il faut réhabiliter un projet radicalement anticapitaliste, internationaliste. Il y a peu de gens pour le faire. Et ça, c'est notre gros problème. C'est qu'on se sent, faut pas se tromper, on se sent un peu isolé, nous aussi. Même si je pense qu'on est les meilleurs. Non, il y en a qui ne sont pas d'accord, mais c'est pas là. Mais même si je pense que nous sommes les meilleurs, c'est un gros problème. Parce qu'il y a plein de gens autour de nous, il y a Mélenchon, tout ça, mais on a des gros désaccords. Mais non, Mélenchon, je le connais bien, il est nationaliste, il dort sous le portrait de Mitterrand au-dessus de son lit. Ah oui, mais moi j'ai pas le portrait de Mitterrand au-dessus de mon lit, d'abord parce qu'il n'y a pas de portrait, et en plus parce que Mitterrand, ça n'a jamais été mon pote, mais j'ai jamais été ministre de Mitterrand, moi comme d'autres. Hein. Pas toi, t'as pas été non plus. Bon, bref. Mais moi ça me pose un problème, il est nationaliste, les tom-dom, c'est pas son truc. Bon, il dit des trucs bien, des fois il est à la gauche du PC, mais c'est assez facile. Le PC est en pleine crise. Il y en a qui sont contre Mélenchon parce qu'ils sont pour le PS, donc ils sont à la droite de Mélenchon. Il y en a qui sont contre Mélenchon parce qu'ils sont restés gauchistes staliniens, ils sont staliniens. Il y en a qui, bref, la candidature est passée à 50,1%, ce qui pour le PC est absolument dingue. Bon, mais ils sont en pleine crise. Donc le PC est en crise, la CGT est en crise, même si elle est encore forte, il ne faut pas les enterrer. Le PS est en crise, il ne faut pas les enterrer non plus, mais ils sont en crise. Les Verts sont en crise totale. Le NPA, c'est le bordel intégral, même si ça reste très fort. Non, mais ça reste fort et bien. Mais c'est quand même un peu la confusion, parce qu'il n'y a pas de grand mouvement de masse. Quand il y a un grand mouvement, on se retrouve. Quand il n'y a pas de mouvement, on s'engueule sur les virgules. Ça peut arriver. Mais je répète, il y a tout à reconstruire, un mouvement radicalement anticapitaliste. Et moi je crois que si on veut, et moi je le souhaite, un mai 68 qui réussisse, il faut redonner de la crédibilité à un contre-projet, parce que les gens n'ont plus de projet aujourd'hui, et montrer que pour ça il faut être radicalement, je le répète, anticapitaliste, internationaliste, et c'est là-dessus que le NPA essaye de se construire. C'est-à-dire sans être une secte, en étant unitaire pour 2 ou pour 3, mais en étant radicalement anticapitaliste, internationaliste. Et ça, pour moi, c'est radical, même et décisif, même si peu de gens sont prêts à nous croire aujourd'hui, même si, et c'est la seule, je terminerai là-dessus, Sarkozy avait raison, il a dit une fois que les gens étaient contre le capitalisme. Il l'a dit. Il l'a dit. Il a dit n'importe quoi, mais bon, bref. Mais il l'a dit, c'était bien. Mais je crois que c'est vrai. Mais ils ne savent plus à quelle fin se vouer, c'est ça le problème. Et nous n'avons pas de cancer du sein, et par conséquent, nous sommes toujours là.